C'est Christos Doulkeridis, la tête de liste écolo à la région, que l'on emmène en balade en tram aujourd'hui. Bonjour à tous, Christos Doulkeridis, bonjour. Bonjour. Philippe Carlo de Vivacité est à mes côtés pour vous interroger. Un mot d'abord sur la forme des colos. On a l'impression que la sauce verte, elle ne prend pas. On regarde les sondages, vous êtes à 8% dans la Libre Belgique, 9,6% dans le sondage du soir. Quand on compare au score de 2009, plus de 18%, on se pose quand même des questions. Est-ce que vous aussi, vous vous posez des questions et vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché ? On se pose des questions, mais pas maintenant, pas avec les sondages. On se pose des questions tous les jours. Quand on fait le métier qui est le nôtre, on doit se remettre en question à chaque moment. Alors les sondages sont pas bons, il ne faut pas se cacher la face par rapport à ça, se voiler la face. Mais en même temps, nous on regarde ce qu'on a fait et on regarde le projet qu'on peut apporter aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Et puis en même temps, mais c'est-à-dire qu'il y a un décalage assez net entre, d'une part, les sondages qu'on peut lire dans les médias et qui sont faits à certains moments, et le contact qu'on a maintenant dans la campagne, quand on va sur les marchés, quand on va à la rencontre des gens, quand eux viennent à notre rencontre. Il y a un décalage très important. Donc, refaisons ce débat le 25 mai et on verra bien dans quelle forme on sera. Le PTB qui monte, lui, est-ce que c'est à lui que vous cédez du terrain ou est-ce que c'est l'appel au vote utile que lance le Parti Socialiste, lui aussi, un peu effrayé par cette montée du PTB ? Je pense qu'on est dans un contexte où les gens, parce que la société est complexe, ont besoin de radicalité et ont envie d'exprimer ces besoins de radicalité. Alors, dans les sondages, ça s'exprime effectivement, et je rencontre aussi des femmes, des hommes qui me disent « Écoutez, on a voté écolo pendant longtemps, c'est pas qu'on n'aime pas ce que vous faites, mais on a l'impression que la crise est tellement forte qu'on doit faire un choix encore plus radical que le vôtre. » Et qui me posent la question directement « Allez, dites-moi quand même, pourquoi est-ce que je voterais quand même écolo et pas le PTB ?» Et le problème, c'est qu'on peut se faire plaisir au moment des élections en votant encore plus radical. Le problème, c'est que le lendemain, il faut construire des majorités, et des majorités pour ne pas faire les politiques qui sont justement les politiques qui excluent une trop grande partie de la population aujourd'hui. Et donc, si le résultat de ces élections, c'est d'avoir moins d'écologistes dans les parlements, et donc l'impossibilité de faire des majorités avec les écologistes, alors ça voudra dire clairement qu'on aura des politiques encore plus excluantes, encore plus de droite, et donc finalement exactement l'inverse que ce qui finalement motive les gens à faire un vote un peu plus radical. Ouais, mais des députés, il y en aura moins au Parlement bruxellois, ça c'est quasiment sûr. Et quand on discute avec des candidats, attendez, ils ont les peur. élections Ils n'ont pas ont peur. encore eu lieu. On sent vraiment une peur. On sent une Ouais. peur des candidats écolos par rapport à ça, par rapport au score et par rapport à cette bataille du troisième parti qui est vraiment la bataille à Bruxelles. Mais avec la bataille du leadership. Vous me connaissez depuis quelques années maintenant. Je ne fonctionne pas avec la peur. Il faut fonctionner avec des projets et il ne faut pas avoir chaque fois en tête uniquement les résultats qu'un parti va faire ou qu'il ne va pas faire. Quel que soit le résultat que l'on aura, on portera notre projet. Et notre projet, c'est pour plus de solidarité, c'est pour faire en sorte que Bruxelles puisse aller de l'avant, être la plus ambitieuse possible en ne laissant personne sur le côté. Alors, et c'est ça qui nous motive, moi. Donc maintenant, vous pouvez continuer à parler des peurs, mais c'est des peurs finalement individuelles et ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Ce qui est très très important, c'est de s'engager avec toute son énergie, ses valeurs, notre authenticité, pour améliorer Bruxelles comme nous l'avons fait depuis 10 ans. Parce que moi, je continue à être très très fier du bilan que l'on a pu apporter, même si je suis conscient qu'il y a encore énormément de défis à rencontrer. Le projet, parlons-en, j'y ai jeté un coup d'œil, il fait 808 pages, votre programme. Vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui vont lire 808 pages de texte ? Le projet global, parce qu'en fait, on a effectivement les 3 élections en même temps, les élections européennes, les élections fédérales, les élections régionales, eh bien, nécessite qu'on puisse se positionner sur chacun des enjeux. Alors évidemment que les citoyens et moi-même, je ne vais pas aller lire toutes les 800 pages, mais chacun est préoccupé par un enjeu ou un autre. Eh bien, chacun doit pouvoir trouver des réponses par rapport à ce qui lui préoccupe. Et il faut en même temps montrer ce qu'on va faire, montrer quelles sont nos propositions, quelles sont nos valeurs. On y travaille et ce n'est pas simplement un sujet de communication. On n'a pas l'impression à chaque élection qu'on va répéter exactement ce qu'on disait il y a 10 ans, parce qu'il faut justement se remettre en question. Il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouveaux défis. Mais vous n'avez pas fait un programme spécifiquement bruxellois avec les enjeux relatifs à la région ? Parce qu'il y a une cohérence très importante. J'ai été ministre du Logement. Qu'est-ce que j'ai constaté ? On a augmenté de manière incroyable les budgets qui étaient alloués au logement, en particulier pour les personnes les plus fragilisées,
pour les revenus moyens, pour les jeunes ménages. On n'a jamais autant dépensé pour le logement que sous cette législature. Mais le RBDH dit que ça n'a pas amélioré la situation des Bruxellois. Le RBDH dit 2 choses. Il dit, 1, le travail a été concret et réel. La brochure existe, elle est sur leur site, il faut aller voir et lire, parce qu'ils le saluent, ce qui a été fait. Mais ce qu'on dit, c'est que l'objectif du plan logement n'est pas rencontré. L'objectif chiffré du plan logement n'est pas rencontré. Et en même temps, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a de plus en plus de familles qui sont dans des listes d'attente. C'est pour ça que je voulais faire le lien. Mais les listes d'attente, c'est quoi ? C'est des personnes qui ont des revenus de plus en plus bas, qui sont exclus parfois par le chômage. Et ça se fait pas au niveau bruxellois, ça se fait au niveau fédéral. Et ça se fait parfois à la suite d'une philosophie qui est malheureusement aujourd'hui dominante au niveau européen et qui pousse les États à prendre des mesures qui ne vont pas dans l'intérêt des habitants de ce continent, de cette Belgique, de Bruxelles. Alors, et donc, c'est normal qu'on puisse faire des propositions qui soient complémentaires entre Bruxelles, le fédéral et l'Europe. Alors, le logement, parlons-en, puisqu'on y est. Alors, 15% de logements publics, on en est loin. Non, monsieur Peuzès. Non. Lisez les informations là-dessus. Ouais. Donc, l'objectif du gouvernement, en 2009, on a dit 15% de logements publics à l'échéance de 2020. On est à environ 13%. De logements publics à finalité sociale. Oui, et on a pris que le RBDH conteste d'ailleurs la définition finalité sociale, on met un peu tout là-dedans. Attendez, quand on regarde qu'est-ce qui se retrouve là-dedans, c'est à la fois le logement social. On ne peut pas dire que c'est pas une finalité sociale. C'est les logements des AIS. C'est à peine au-dessus de revenus. Parce que le problème aujourd'hui, dans la crise du logement, c'est qu'il n'y a pas que ceux qui ont les revenus les plus bas qui souffrent et qui ont des difficultés à concrétiser leur droit à un logement décent. Il y a aussi ceux qui sont juste au-dessus. Et donc c'est normal que ce public-là, il ne faut pas l'oublier aussi. Et effectivement, il se retrouve dans cet objectif de logement public à finalité sociale. En une année, rien qu'en une année, le Fonds du logement aide jusqu'à 1300 ménages pour devenir propriétaires. Qui sont ces ménages ? Ce sont des ménages qui ont des revenus très bas. Et donc forcément que ça fait aussi partie de la réponse qu'on a voulu diversifier. Ouais. Alors, on doit aider pas simplement à louer un logement dans le parc du logement social, on doit aussi aider, ce qui est une forme d'émancipation importante, à devenir propriétaire pour des personnes qui ont des revenus très bas. Vous le dites dans votre programme, il est très difficile de créer du logement parce qu'il y a des freins, etc. Les procédures sont beaucoup trop longues. Et malgré tout, vous l'annoncez, on va créer 2000 logements publics par an à Bruxelles. Comment c'est possible d'annoncer ça ? Non, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le gouvernement a pris et les décisions budgétaires pour faire en sorte que le plan de 5000 logements qui est en cours de construction et qui avait été lancé sous la précédente législature soit complété par un nouveau plan de 6700 logements dans les années qui viennent et qui vont être construits sur notamment des terrains qui appartenaient au pouvoir public et qui étaient réservés jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va réussir à faire 6720 logements alors qu'en 10 ans, vous n'êtes pas arrivé à boucler les 5000. Moi, je n'ai pas dit que ces 6700 logements seraient construits l'année prochaine. Et je n'ai jamais promis que les 5000 logements seraient construits du jour au lendemain. Simplement, on sait que les procédures sont très longues. Mais ce qui est important, c'est justement de ne pas perdre de temps comme on l'a fait auparavant. Et donc, même si le plan de 5000 logements n'est pas terminé, il était important d'identifier des terrains et des budgets sur lesquels on peut déjà lancer la procédure pour construire les autres logements qui seront en partie affectés à des nouvelles locations pour les locataires sociaux ou des revenus moyens, mais qui seront aussi destinés à de la vente dans des conditions particulières pour soutenir des jeunes ménages à pouvoir accéder à la propriété en région bruxelloise et éviter qu'ils doivent quitter Bruxelles pour aller en Flandre ou en Wallonie. Dernière question sur ce thème-là. Vous dites dans le programme, on va diviser par 3 les délais de procédure administrative. Comment vous allez faire ? Mais je vais vous dire, c'est un travail général auquel on doit s'atteler, tout niveau de pouvoir confondu. Pourquoi ? Quand je rencontre les citoyens, les entrepreneurs, les associations, quels que soient les acteurs, un des premiers freins, c'est une question culturelle. Il faut qu'au niveau politique, avec les administrations, on se mette clairement autour d'une table pendant quelques mois pour se dire comment, à chaque étape, on va faire en sorte qu'on réduise les délais. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui ce qui est le plus choquant pour les gens, et je le constate moi justement en les rencontrant très régulièrement, c'est le décalage énorme qu'il y a entre le rythme des administrations et du politique et le rythme de l'urgence humaine telle qu'elle existe concrètement pour des personnes qui sont
perdu, soit pour pouvoir trouver un logement, pour trouver un emploi, pour pouvoir trouver un coup de pouce pour lancer son activité, son entreprise. Et donc, si on ne prend pas conscience que ce délai, cet énorme hiatus qui existe, cet énorme décalage qui existe entre le rythme des administrations et le rythme de l'urgence humaine, on va encore plus décourager les gens. Et donc, c'est une priorité de travailler effectivement sur le raccourcissement des délais. Alors, on parle emploi maintenant, on parle chômage. Le CDH annonce, lui, qu'il va diminuer le taux de chômage de 20 à 10% en 10 ans. Vous diriez la même chose, Christophe Douclery? Non, parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Ça fait des années que, tout parti confondu, on n'arrive pas à avoir des résultats aussi ambitieux que ceux qui sont énoncés là. Donc vous n'oseriez pas chiffrer, en fait. Mais je pense qu'il faut prendre des mesures qui fonctionnent. On a lancé les alliances emploi-environnement en région bruxelloise. Evelyne Huttebroek, notamment, a travaillé sur ce domaine-là, en identifiant quelques secteurs qui étaient très importants pour Bruxelles. La construction, l'alimentation, les déchets, l'eau. On sait, et on a fait ce travail-là en concertation avec le secteur patronal, le secteur syndical, avec nos écoles, que si on met le paquet dans ce domaine-là, eh bien, il est possible de créer, ils avaient identifié environ 10 000 emplois. Je pense qu'il faut rajouter 2 secteurs dans ces alliances pour Bruxelles. C'est le secteur du tourisme, qui est un secteur qui crée vraiment beaucoup d'emplois, qui correspond aux qualifications des Bruxelloises et des Bruxellois, et le secteur de la culture, qui est un endroit où effectivement, qui crée énormément d'emplois, qu'on oublie toujours quand on parle d'économie et de création d'emplois, et pour lesquels il faut aussi des alliances où pouvoir public et privé et associatif se mettent ensemble en travaillant aussi sur la formation pour faire en sorte qu'on crée de l'emploi. Est-ce que ce type de recette va fonctionner? Parce que la construction, c'est un des exemples. Parlons-en. Quiconque a fait appel à une entreprise de travaux récemment a vu sans doute débarquer des ouvriers qui viennent de Pologne, de Roumanie, du Portugal, avec le mécanisme des détachements européens qui permet une forme de dumping social. Donc doper le secteur de la construction à Bruxelles, ok, mais ça ne risque pas de profiter aux Bruxellois. Ce que vous dites est vrai pour les grands chantiers. Et c'est clair que pour tous les grands chantiers, c'est scandaleux. Non, moi c'est scandaleux. On fait refaire sa toiture, ce sont des Polonais qui débarquent. J'ai rien contre les Polonais. Mais il y a peut-être c'est pas de l'emploi bruxellois. C'est des Polonais qui habitent à Bruxelles. Il y a beaucoup de Polonais qui habitent à Bruxelles. Moi, je fais des petits travaux chez moi aussi. Je travaille effectivement. Aujourd'hui, Bruxelles, c'est des Polonais, c'est des Marocains d'origine, c'est des Grecs, c'est des Turcs, etc. Donc, mais quand on fait des petits travaux, et quand Écolo propose par exemple d'isoler 100% des habitations, 100% des bureaux, 100% des entreprises en termes d'isolation, en 10 ans, eh bien, c'est ce genre de mesures qui peuvent vraiment soutenir les petites structures, les petites PME, les indépendants qui sont dans ce secteur-là et qui habitent ici. Et donc, ce n'est pas des grandes entreprises qui peuvent se permettre de commencer à rentrer dans des législations. Mais qui va financer ces travaux? Parce que généralement, on aide le propriétaire, mais à Bruxelles, il y a 50% de locataires. Les pouvoirs publics, ce sont les pouvoirs publics qui doivent, là, se dire qu'il y a un double objectif. Il faut prendre nos responsabilités par rapport à l'environnement. Et on sait combien la pollution nous coûte cher, sur le plan de la santé, sur le plan économique. Et en même temps soutenir l'économie et les emplois qui peuvent être créés. Donc, les pouvoirs publics doivent être le premier partenaire pour atteindre cet objectif. Mais ce que vous dites sur les règles européennes, qui vont totalement dans un sens inverse du soutien à l'économie locale, sont réelles. Et il faut sortir de la logique où on peut payer ses charges sociales dans un autre pays que le pays dans lequel on travaille. Par rapport à ça, les propositions d'Écolo vont dans le sens de pouvoir justement apporter de la régulation dans ce marché qui est de plus en plus dérégulé, en ce y compris à l'échelle européenne, et en même temps pouvoir travailler sur des droits de douane pour tous les produits qui sont importés en dehors de l'Europe et qui ne respectent pas ni les droits sociaux, ni les droits environnementaux et qui créent une concurrence, mais impossible par rapport à nos propres entreprises. Je voudrais revenir à un point de votre programme, c'est l'instauration du contrat jeune. En fait, vous voulez permettre aux jeunes d'exercer un emploi, un travail d'intérêt général qui répond à des vrais besoins. Contrat de 6 mois renouvelable une fois pour mettre le pied à l'étrier. Donc, en quoi ça va créer des CDI, ça, des contrats à durée indéterminée? Parce que finalement, on peut faire un emploi d'intérêt général qui n'a rien à voir avec sa qualification. Mais donc, comme vous l'avez dit, c'est un programme avec 800 pages. Si vous reprenez une proposition toute seule, forcément, vous n'allez pas avoir votre réponse. Donc, il faut prendre l'ensemble des propositions. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on sort de l'école, de ses études, il faut pouvoir très rapidement avoir la possibilité de rentrer dans une activité professionnelle. Oui, mais travail d'intérêt général, les jeunes vont traîner la patte par rapport à ça. Pourquoi vous dites ça? Quand on travaille dans une administration ou une association, c'est très souvent
des activités qui apportent du sens. Et donc vous avez l'impression que cette première expérience est facilement valorisable auprès d'un employeur après. Mais bien sûr, mais donc c'est pas, je ne propose pas cette proposition à la place d'un vrai emploi en durée indéterminée, évidemment. Mais si, plutôt que de rester sans activité, avoir la possibilité de pouvoir augmenter son expérience. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à des jeunes? C'est de ne pas avoir d'expérience. Et d'avoir au moins une expérience de 6 mois, 1 an, dans une activité qui a du sens, en travaillant dans une association. On a un secteur associatif qui est très riche, très dense, qui apporte une plus-value humaine à notre société. Eh bien, je pense que ça va dans le bon sens. On a d'autres propositions. L'idée de plan tandem, c'est une autre proposition très importante du programme écolo. C'est l'idée de dire... Donc c'est travail à mi-temps pour une personne âgée et un jeune qui prend l'autre mi-temps. Et là, vous dites que ça peut créer 100 000 emplois. C'est-à-dire que si on regarde le nombre de personnes qui ont plus de 55 ans et qui pourraient choisir l'option de se dire, tiens, moi, j'ai pas envie d'arrêter de travailler forcément, j'ai encore quelque chose à donner. Je pourrais un peu réduire mon temps de travail et en même temps permettre qu'un jeune puisse être engagé et formé. Et progressivement, donc, faire une transition. Cette logique de transition dans notre société et de solidarité entre générations, elle est extrêmement importante. Et donc, effectivement, c'est une autre des possibilités de pouvoir créer de l'emploi. Alors, les jeunes, justement, puisque vous en parlez, on va proposer à un jeune de vous poser une question. Alors, il participe à notre émission qui s'appelle Fort de Café. Alors, lors d'un enregistrement, on a demandé à l'un d'entre eux de vous interroger. Voici la question de Nicolas. Bonjour Monsieur Doulkeridis, alors j'aurais voulu savoir quelle image a selon vous le bruxellois de l'environnement et de l'écologie quand on propose aux citoyens des primes énergie et que celles-ci sont revues à la baisse ou risquent de disparaître. Voilà, c'est vrai que les primes, il n'y a pas eu une stabilité pendant la législature. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui ont été diminués, parfois les budgets ont été épuisés, donc des gens se sont retrouvés sur le carreau. C'est pas un signal très clair que vous donnez. Les primes ont évolué parce que aujourd'hui, effectivement, les performances, par exemple, si on était dans les primes frigo ou les primes, à un moment donné, il y a deux logiques de primes. Il y a les primes pour faire des travaux très importants dans ces habitations. Celles-là, elles ont été renforcées. Si vous comparez l'existence de ces primes avant écolo et après écolo, excusez-moi, mais il n'y a pas photo. Ça n'existe pas. Il n'existait pas de politique énergétique en région bruxelloise. C'est depuis l'arrivée d'Evelyn Uttebroek, il y a 10 ans, qu'on a commencé à travailler pour aider les Bruxellois à faire des travaux et à pouvoir justement considérer que l'enjeu de l'énergie, de la maîtrise, de la diminution des factures que l'on peut payer pour se chauffer, etc., était extrêmement importante et qu'il fallait investir là-dedans. Ces montants sont très importants. Ou ça a aidé les vendeurs de frigo? Alors, ça a aidé les Bruxellois à pouvoir faire le choix à acheter plutôt un frigo qui était plus performant au niveau énergétique et qui donc lui permettra de consommer moins durant la durée de vie de son frigo, et ça a aidé des commerces bruxellois qui existaient, et moi ça ne me dérange pas. Ce sont aussi des activités qui sont très importantes pour nos quartiers. Moi j'ai acheté mon frigo chez un petit magasin à Bruxelles, excusez-moi, mais c'est aussi très important de pouvoir faire ce type de choix. Vous savez que ce type d'investissement se planifie plus longtemps à l'avance. Si on décide d'installer une chaudière à condensation, qu'on compte sur une certaine somme, et puis quand on commande sa chaudière, la prime a diminué, on peut visiblement, on peut raisonnablement être mari de la décision. Et vous aurez raison de l'être, mais qui a supprimé les primes et les déductibilités pour les investissements énergétiques? C'est pas le gouvernement bruxellois, c'est le fédéral. Non, mais excusez-moi, mais là-dessus, chaudière à condensation, elle a diminué. C'est à Bruxelles qu'elle a diminué. Ce qui a diminué, ce sont chaque fois les choix lorsque on avait une alternative qui était encore plus performante. Et donc, on a réévalué les primes pour faire en sorte que soit aidé le choix qui était le plus efficace sur le plan énergétique. C'est donc normal de changer d'année en année ce type de prime. Cela dit, maintenant, une question, parce qu'il y a des arbitrages budgétaires qui sont existants. Est-ce qu'il ne faudrait pas garder une certaine stabilité dans ce domaine, et est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter avec le système premier arrivé, premier servi? C'est la difficulté des budgets. Quand on regarde les budgets qui sont affectés à la politique énergétique, ils sont de plus en plus importants. Et ils correspondent évidemment à des besoins de la société. À un moment donné, Evelyn Uttebroek s'est retrouvée aussi avec le fait qu'elle a réussi à augmenter et à obtenir l'accord de ses partenaires pour augmenter les budgets d'année en année, mais à un moment donné, il y a aussi une limite. Et donc, nous, par rapport à d'autres régions, on n'a jamais créé de bulle qui explose à un moment donné sur la politique énergétique. Et c'est aussi extrêmement important. Donc, à un moment donné, il faut aussi tenir compte du budget que l'on a,
Mais c'est un choix politique, effectivement. Et donc, ce qui fera qu'on diminuera de manière très forte les primes énergie et autres, c'est qu'Écolo ne soit plus dans un gouvernement. Et ça, je peux vous le dire, Monsieur Peuzès, c'est que si nous sommes dans un gouvernement, une des priorités, comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est chaque fois d'augmenter les investissements et l'aide des pouvoirs publics pour permettre aux Bruxelloises, qu'ils soient particuliers ou en entreprise, de faire des investissements pour diminuer sa facture d'énergie. Alors, il reste moins de 5 minutes, on va passer au sujet mobilité. Je vous demanderai d'être rapide dans vos réponses. Alors, un des points du programme mobilité, c'est remplacer progressivement la taxe de circulation forfaitaire par un système de taxation suivant l'usage. On sait qu'il y a un test qui a été mené, qui a une réaction unanime de tous les partis en disant on n'en veut pas pour l'instant. Vous le reprenez dans votre programme avec l'intention de le réaliser, même si ce n'est pas populaire? Non mais, le statu quo en matière de mobilité n'est pas possible. Donc ça, c'est une première chose qu'on doit pouvoir dire honnêtement aux Bruxelloises et aux Bruxellois. On doit absolument améliorer la desserte et les alternatives à la voiture. Et donc, on investit dans les transports publics de manière très importante. Et pour revenir à ma question, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. On a donc fait en sorte, on a encore fait des propositions. On vient de sortir une proposition avec mes collègues Arnaud Pinksteren, Céline Delforge, pour augmenter les lignes chrono à Bruxelles. Les lignes chrono, c'est quoi? C'est des trams qui peuvent circuler de manière extrêmement rapide en surface sans s'arrêter en dehors des endroits où on décharge et on permet à des passagers de monter dans le tram. Donc ça fait gagner une économie de 25%. Mais ça veut dire plus de feux rouges. Ça va beaucoup plus vite. Ça veut dire plus de feux rouges. Non, ça veut dire que les feux rouges peuvent automatiquement passer au vert quand le tram arrive. Oui, aujourd'hui, on a la technologie pour pouvoir le faire. Oui, mais ça fait on a déjà 25 ans que la région existe et ce système n'est toujours pas opérationnel. Si, on a 3 lignes. Alors que ça fonctionne dans des villes comme Zurich, par exemple. On a 3 lignes qui fonctionnent dans ce système-là. La 3, la 4 et la 7 qui fonctionnent la 7, avec une diminution. Elle passe boulevard Lambermont, elle allait aussi lentement que moi pour remonter le boulevard. Une diminution. Moi, les chiffres que j'ai sur base de l'expérience et mesurée qui a été faite, c'est une diminution qui va jusqu'à moins 25%. Une augmentation de 25% de la rapidité des fréquences qui peuvent exister. Il faut le faire sur d'autres lignes qui sont actuellement pas desservies, par exemple par le métro, pour pouvoir aller plus vite. Alors pour revenir sur la taxation, c'est normal qu'on évolue. Quand il y a eu ce test, a dit qu'il ne fallait pas en arriver là pour l'instant. Mon parti a été cohérent, il a dit c'est dans une logique globale que l'on doit pouvoir avancer, où on améliore les alternatives. Et effectivement, il faut à un moment donné dans votre programme de législature, donc c'est dans les 5 ans à venir. Mais je pense que, quel que soit le parti, quel que soit le discours qui est fait, il est assez logique que l'on passe dans une logique où on favorise l'usage, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ce n'est pas la possession de la voiture qui soit taxée comme aujourd'hui, mais simplement l'usage. Et donc par rapport à ça, il faut trouver des modalités par rapport à ça. Et ceux qui roulent beaucoup disent on va payer plus. On a dû quitter Bruxelles parce qu'on ne trouvait pas... Aujourd'hui, on peut tenir compte, avec les systèmes qui sont existants, avec la technologie qui est existante, de situations particulières. Je pense qu'on ne doit pas taxer de la même manière les quartiers et les zones où il y a très peu d'alternatives pour les transports en commun. Quand je regarde à l'échelle belge, les zones rurales, ils sont pratiquement obligés d'utiliser leur voiture pour pouvoir se déplacer. On doit prévoir donc des systèmes spécifiques pour 10 millions de manières de taxer différentes. La bonne nouvelle, chacun a des habitudes La bonne différentes. nouvelle, Monsieur Peuzès, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, elle permet ça. On doit vivre avec son temps. Il y a des choses qui étaient impossibles il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est quand vous avez un abonnement GSM, vous avez aussi X nombre de formules qui sont existantes. C'est totalement possible de le faire aussi en mobilité. Il ne faut pas avoir peur de ce débat-là. Et il faut surtout se dire que le statu quo en termes d'embouteillage, il pénalise qui ? Il pénalise les entreprises, il pénalise la pollution qui est créée. Et donc, il ne faut pas avoir et venir avec une mesure qui a l'air très virile et qui semblerait régler tous les problèmes. Ça n'existe pas. Donc, on doit travailler avec un faisceau de mesures et notamment l'amélioration de la mobilité en transport public pour qu'on puisse passer facilement de l'usage du vélo à un transport en commun et de temps en temps utiliser aussi une voiture parce qu'évidemment, c'est important. Alors, il reste 2 minutes. Je vais vous demander de réagir maintenant à 2 propositions d'autres partis. Une proposition du CDH, gratuité de la STIB jusqu'à 24 ans si l'on est étudiant ou demandeur d'emploi. Oui, c'est une proposition qui va dans un sens qui m'intéresse. Je crois qu'il faut le plus longtemps possible habituer les jeunes aussi à justement passer d'un transport en commun le plus facilement possible.
Quand on le fait et quand on les utilise, on se rend bien compte que la plupart du temps, ça fonctionne bien. Et donc ça peut être faut encore finançable. améliorer. Ça peut être finançable. C'est la limite de ce genre de proposition, c'est toujours le financement et ne pas oublier que quand on dit gratuité, il y a bien quelqu'un qui paye à un moment donné. Donc c'est un effort de solidarité qui est fait par rapport à un public. Donc, mais quand on est étudiant, on n'a pas de revenus et pouvoir apporter un soutien par rapport à ce type de public, je pense que ça va dans la bonne direction. Alors, proposition du MR maintenant, suppression de la taxe régionale sur les ménages bruxellois, l'ancienne taxe déchets. Et pour remplacer par quoi? Donc, si on pense qu'il y a... Ah oui, d'accord, oui, on peut faire des propositions cadeaux fiscaux. Donc, c'est pas mon style de faire des propositions gratuites qu'on ne pourra pas assumer. Donc, si on disait remplacer cette taxe par une taxe qui tienne davantage compte, parce que pour le moment, elle est forfaitaire. Si on pouvait tenir compte davantage des revenus des gens, et la moduler en fonction des revenus, peut-être que ça, ce serait intéressant. Mais dire qu'on va totalement la supprimer, il faut améliorer les services que l'on apporte aux gens. Il faut améliorer le fonctionnement de nos administrations. C'est là-dessus qu'on doit apporter une plus-value. Les gens sont d'accord de payer s'ils comprennent pourquoi ils payent. Donc moi, je dirais, en tant qu'écologiste, que c'est là-dessus que je veux prioritairement travailler, c'est sur l'amélioration des services auxquels doivent avoir droit nos Bruxelloises et nos Bruxellois. Voilà, c'est ici que se termine notre balade. Merci en tout cas, merci Christos à vous. Doulkeridis. Merci Philippe. Et donc, on se retrouve demain pour une autre émission de Tram et il y aura Vincent De Wolf, tête de liste MR à votre place. À demain.